on- allez, moi je pense j'y crois, faut croire. C'est ce que je pense tous les matins quand j'entends le corbeau. Pour moi, le corbeau, c'est un ami. Et quand je l'entends passer, ben, je l'entends, il dit croire, croire, croire. Et voilà, il suffit d'y croire, c'est tout. Et on est déjà, voilà, ça donne le ton. C'est une manière tout à fait, voilà, les corbeaux sont des amis. D'abord, ils sont très intelligents. Alors, entrée en matière. Masson travaillait alors à une toile intitulée « Le seuil du jardin ». Son sujet lui avait été fourni par un rêve dont l'insistance à se reproduire lui semblait un avertissement. D'une nuit à l'autre, le décor variait légèrement, mais la même impression de joie incommunicable s'en dégageait. Masson approchait d'un jardin à l'abandon, désert, touché par la lumière d'été. Sa porte vermoulue était ouverte, mais il n'éprouvait pas l'envie d'y pénétrer. Il lui suffisait de savoir que ce jardin existait et de le contempler jusqu'à ses limites, perdu dans les broussailles, entre des bassins et des kiosques en ruine. Un sentiment bizarre retenait Masson sur le seuil, le soupçon qu'il valait mieux remettre à plus tard l'exploration de l'enclos, le pressentiment d'une obscure défense d'entrée. Il longeait le mur, regardé par les brèches, dans l'attente d'un événement qui ne survenait pas. Mais une attente sans impatience, et sûre d'être satisfaite. Puis, à un moment donné, il se trouvait à l'intérieur du jardin, bien qu'il n'ait jamais eu conscience du passage. Une paix surnaturelle l'entourait, un bonheur sans équivalent dans la veille. Se sommer dans la joie annonçait la fin du rêve. De toutes ses forces, Masson s'accrocha à l'image du jardin désert, mais celle-ci se défaisait inexorablement, par lambeaux, devant lui, en dérobant son énigme ensoleillée. Voilà, c'est un texte qui est extrait d'un livre d'un auteur totalement méconnu aujourd'hui, qui a écrit vraiment des choses formidables dans les années 50, qui s'appelle André Ardelais. Voilà, c'était un super écrivain de cette époque. Et c'est aussi pour vous donner un petit peu la texture, parce qu'il va être question de son, mais aussi de texture. C'est-à-dire on va être tout le temps aux franges du réel et du rêve. Et donc, au fil de notre exploration, on va ouvrir des portes vers l'imaginaire, ou vont s'ouvrir devant nous des portes vers l'imaginaire. Donc il faut être attentif au son, mais aussi à ce que vous voyez. Et c'est pourquoi je vous invite donc à prendre chacun ce qui va être votre carnet de bord. Donc vous avez des planchettes, parce que c'est plus commode. C'est un long carnet. Vous écrivez si vous avez envie, vous écrivez ce que vous pouvez. Donc vous notez vos impressions. Il faut, voilà, très bien, parfait. Et il faudra bien ne pas écrire sur cette partie pliée parce qu'elle aura une fonction vers la fin du voyage. En gros, c'est à remplir par l'administration, c'est ça. Voilà, et donc vous avez quand même de quoi vous exprimer. Vous pouvez aussi écrire dans l'autre sens si vous voulez. Vous pouvez écrire dans la longueur. Enfin, vous êtes tout à fait libre. Et donc à la troisième écriture, mais je vous le rappellerai, vous mettrez vos initiales ou votre prénom. Et puis voilà, c'est tout. Et là, on ramasse les copies. Non, c'est vous qui ramasserez. C'est vous qui ramasserez vos copies. Vous verrez. J'ai su une dissertation. Oui. On me fait des fautes. Il y aura du stylo rouge. Toujours pour vous plonger dans l'ambiance, pour entrer dans cette ambiance de voyage, voilà, je vous ai invité aussi à venir ici, d'abord parce que c'est à l'ombre, c'est quand même à l'entrée du jardin, on a ce point d'ombre, et c'est pour vous inviter un peu à remonter très 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 loin dans le temps, dans l'espace d'une caverne. Il y a quelque temps, au mois de mai, je suis allée écouter une intervention formidable qui a beaucoup alimenté mon projet. Je ne sais pas si vous connaissez la caverne de Penne du Tarn, qui est au bord de l'Aveyron.
et qui se trouve en fait sur l'autre rive, sur la rive opposée. C'est un endroit extraordinaire, c'est une association et qui organise au fil de l'été toutes sortes de manifestations, théâtre. Donc c'est un lieu associatif, mais qui permet de découvrir plein de choses. Et là était invité ce qu'on appelle un ethnomusicologue, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les musiques du monde, mais également les instruments qui servent à les exposer. Et puis donc le couple de Spéléo, qui est à l'origine de la découverte, vous en avez certainement pas entendu parler, de la caverne de Bruniquel. Cette caverne de Bruniquel, là je vous la fais court parce que je veux rester sur notre sujet, donc autour du son et de la musique. Il contient quelque chose de mystérieux. Alors la première chose qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre autour de cette découverte, c'est qu'on a remonté le temps, mais très très loin. Et on est surtout dans le temps de l'homme de Néandertal. Alors pendant très longtemps, on avait l'image que l'homme de Néandertal, c'était une espèce de grosse brutasse, alors que Sapiens, il allait donc faire décoller l'humanité vers le progrès. Et la découverte de la caverne de Bruniquel laisse à penser que c'est peut-être plus compliqué que ça, et que déjà Néandertal était en mesure de... En tout cas, il y a des choses mystérieuses, car dans cette caverne de Bruniquel, qui était aussi occupée par des ours, donc il y avait un partage de l'espace entre les ours et les hommes, dans quelle mesure on ne sait pas. On n'a pas retrouvé beaucoup de choses, mais on a retrouvé des traces. C'est intéressant, hein, des traces qui ont plus de 100 000 ans, c'est vraiment quelque chose... et ces traces semblent liées à la musique. Dans le point le plus obscur de la grotte, il y a un endroit vraiment où jamais, d'après toutes les observations qui ont pu être faites, jamais la lumière ne pouvait accéder, donc où les ours et les hommes allaient, les ours à tâtons, parce que les ours sont les seuls grands mammifères qui vont se lancer à explorer le noir pour choisir l'endroit où ils vont hiberner pendant l'hiver. Et ils n'hésitent pas, ils vont chercher dans des endroits, donc ils n'hésitent pas même s'ils ne voient pas. Après, il y a les chauves-souris, mais elles ont leur système d'ultrasons. Donc des hommes, on a des traces que des hommes sont venus dans ce point le plus sombre, mais qui est aussi ce qu'on appelle un nœud acoustique, c'est-à-dire un endroit qui présente vraiment une acoustique exceptionnelle. Des hommes, des femmes, des enfants se sont réunis périodiquement pendant une période donnée du temps pour faire quoi? Voilà le mystère. Et nous étions invités dans cette caverne à Penn du Tarn à réfléchir ensemble, à évoquer les hypothèses les plus folles sur ce qu'avaient pu faire ces réunions d'hommes et de femmes et d'enfants de Néandertal, car d'après les traces que l'on a. Et donc d'après ces traces, alors la particularité aussi de cet endroit, c'est que c'est un endroit féerique, plein de stalactites et de stalagmites. Vraiment, il y en a, c'est d'une très très grande beauté. Et donc, comment dirais-je, Denise et Michel Soulier, donc les spéologues, ont souligné énormément cette... Elle a vraiment été émerveillée. Et donc, à la lumière d'une lampe, là, tout d'un coup, on découvre un monde splendide. Et alors, je vous emmène toujours, vous voyez, on est encore dans l'espace près de ce que je vous ai lu là, du seuil du jardin. On est au seuil du rêve. Et donc, ils nous ont vraiment livré cette question. Qu'est-ce que vous imaginez? Et on est partis, voilà, tous ensemble à essayer de se dire, mais peut-être, alors comme on avait eu l'exploration du son avec l'ethnomusicologue, peut-être qu'il y avait l'idée d'une rencontre autour du son et de la musique. Car ce que nous avait bien montré l'ethnomusicologue, qui avait amené une quantité, une jonchée d'instruments qui pouvaient être ceux utilisés par Néandertal. C'est-à-dire des instruments qui lui étaient accessibles au sens où c'était des instruments, des pierres, des os, donc des choses qui ne demandaient pas de façonnage. Après, il avait apporté des instruments avant, plus élaborés, etc. Mais ce qui nous a très très bien montré, et qu'on retrouve vraiment dans l'histoire du monde, c'est qu'en fait, au départ, le son, c'est fait pour quoi? C'est quelque chose qui se partage, justement. On retrouve dans beaucoup de
de musique du monde. Et même ici, autrefois, il n'y a pas si longtemps, la volonté de se réunir pour chanter ensemble. Ça, c'est vraiment une pratique. Donc, c'est vraiment partager quelque chose aussi, la musique et le chant. Et la plupart de ces instruments, pour les plus anciens, qui sont de simples instruments de percussion, mais on se rend compte que ça marche encore mieux quand on dialogue. C'est-à-dire quand on est plusieurs à percuter, ben on produit des rythmes différents, et puis on se parle, et puis on échange. Et donc l'idée très belle, c'est que peut-être donc dans cet espace très particulier de cette grotte de Bruniquel, qui était à la fois merveilleusement beau, qui reste merveilleusement beau, qui est donc un nœud acoustique et qui est donc en même temps porteur de traces sur certaines stalactites qui ont été cassées, ou stalagmites aussi qui ont été cassées. Donc peut-être c'était des instruments qu'ils percutaient. Peut-être que voilà, c'est peut-être un début du sentiment et de l'impression de la beauté que ces hommes de Néandertal partageaient. Donc, je voulais vous inviter à cette rêverie et cette réflexion, parce que là, il s'agit quand même de nos origines et de ce que peut signifier la musique. Et vous rappeler aussi une chose, c'est que le son, c'est la première perception sensorielle que nous avons dans le ventre de nos mamans. Et c'est pour ça que c'est très très important l'environnement sonore d'un enfant, parce que ça va conditionner énormément sa personnalité. Et donc maintenant, je vais, pour illustrer cette partie, je vais passer un appel lithophonique. Ça ne demande absolument aucune batterie. Pas besoin de passer des kilomètres de fils de cuivre à travers la campagne et sous les océans. Ça n'a pas besoin d'être rechargé. Ça ne demande aucune source d'énergie. Et vous allez voir, ou plutôt entendre, ça permet de communiquer. Vous entendez ? Suivez-moi.
nous allons remonter le temps, parce qu'on retourne, voilà, on arrive au seuil du jardin, puisque l'histoire a commencé avec le seuil du jardin. On va se mettre à l'ombre. Alors, le jardin et le paysage qui l'entoure. Quand je suis arrivée ici, donc il y a 18 ans, mon voisin, l'anneau de terre qui m'entoure immédiatement, mettait ses vaches à paître autour de chez moi. C'était vraiment quelque chose de très agréable. Et de temps en temps, lui ou sa mère venaient voir. C'était l'occasion de discuter un petit peu. Et puis, il y avait des melons, mais qui n'étaient pas cultivés de cette manière-là. Et puis moi, j'aimais bien descendre à pied dans le champ. On échangeait des melons et des propos donc avec le cultivateur de melons. Et voilà, c'était ce temps-là, c'était il y a 18 ans. Jamais j'aurais imaginé... J'aimais bien aussi, puisque j'arrivais de la ville, même si j'avais eu un parcours à la campagne auparavant. J'avais passé de longues années à Paris, plus tard. Merci, c'est très gentil en tout cas. J'avais passé de longues années à Paris et sans doute vous le savez si vous avez une expérience urbaine, en tout cas, ce qui se passe dans les villes, c'est que très vite on perd le sentiment de la saisonnalité et ça finit par manquer. En tout cas, moi j'ai été très heureuse en arrivant ici de retrouver ce sentiment de la saisonnalité qui passe bien sûr par les feuillages, les fleurs, mais aussi justement cette campagne agricole dont la rotation des cultures finalement animée. J'aimais bien dire que finalement c'est génial parce qu'on me changeait le papier peint. Et finalement, c'est vrai, et finalement, mon jardin était beaucoup plus ouvert sur le reste du monde autour qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que, c'est un peu, quand vous voyez bien ce que vous avez sous les yeux, donc là-bas, tout là-bas, je ne sais pas exactement, mais là, vous avez après les bandes plus ou moins, enfin avec des semis qui sont en train de sortir. Ce sont des semences de COSAT Semences qui font des expériences sur des variétés de tournesol et de maïs par rapport au stress hydrique, au soleil, etc. Donc il y a 10 petits jardins sur lesquels ils font des essais. Donc là, c'est du melon sous bâche. Là, c'est typique des cultures agro-industrielles puisque c'est de la semence de betterave destinée donc aux betteraviers du Nord, dont le Tarn-et-Garonne est un producteur important. Et puis après, vous avez du blé. Mon voisin ne met plus ses vaches depuis je ne sais plus combien de temps, donc il vient très rarement ici. Et donc cette partie est la seule qu'il laisse en prairie. Et là, il a semé ce qu'on appelle de l'enrobé, qui est en fait une semence avec tout autour son petit bagage de désherbants et d'engrais pour ça, et de pesticides, enfin voilà, pour sa croissance. Le monde a changé. Et c'est donc l'histoire que je veux soulever, et nous allons rentrer dans le voyage dans le passé, c'est qu'on ne peut jamais savoir, même dans un endroit comme en arrivant dans la campagne, à quel point le monde peut changer et dans quel sens. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Par ailleurs, le passé est tout proche, mais vraiment tout proche. Le passé affleure cette campagne, donc plutôt dans l'agro-industrie que nous avons sous les yeux. Et ce passé, il est visible l'hiver. Ici, et très très bien de ma maison, il y avait donc dans le secteur qui se trouve justement sous la partie expérimentée par COSAT Semences, il y avait une villa gallo-romaine extrêmement importante. Une villa gallo-romaine qui date du début de 330, voilà, les années 330 après notre ère. Vous voyez, donc quand je vous dis, vous voyez la profondeur du temps, et pourtant il est tout près, c'est tout près de la surface, et régulièrement, avec les labours qui font quand même bouger la terre, il y a des fragments de temps qui remontent à la surface. Et l'étude de ces vestiges, d'ailleurs, a été faite essentiellement par ce qu'on appelle du ramassage de surface, c'est-à-dire des collectes d'objets. Il y a des choses donc intéressantes qui ont été trouvées. On s'est rendu compte que c'était un établissement très important en termes de superficie, avec un grand confort. Donc il y avait des thermes, il y avait vraiment des dépendances avec des ateliers. Il y avait même un atelier de fabrication de céramique sigillée. On a découvert une petite statuette de la déesse Artémise. Donc on était face vraiment à un établissement
important. On sait aussi qu'il y avait à l'époque donc la rivière qui est matérialisée par la ligne qu'on voit ici, le Cande, donc servait justement à alimenter les thermes. Les thermes, c'est vraiment l'identité romaine hein, en grande partie. Et donc tout ça affleure l'hiver. On voit très bien les zones claires avec tous les petits vestiges qui remontent. Hein. Et cet hiver encore, donc Nicolas qui filme avec son fils est venu donc avec l'archéologue amateur hein, qui s'appelle Guy Bessou, qui habite Kerrièche, qui s'est passionné pour ce site et qui a fait des échanges avec aussi une archéologue et puis le lycée Claude Nougaro à Caussade, qui a fait participer les enfants. Voilà, le passé est tout près et je vais vous faire entendre sa voix, qui est par le biais de la voix d'une Romaine. À 70 ans près, elle est contemporaine de cette vie-là. Mais elle est à Rome et c'est donc près d'un siècle plus tard, dans une Rome qui touche presque à sa fin et qui va connaître notamment le sac d'Alaric qui va précipiter donc l'écroulement de l'Empire romain, la fuite des Romains de l'autre côté de la Méditerranée, etc., etc. Et donc il se trouve, c'est un travail de recherche qui a été fait par un écrivain qui est un homme à la fois très savant, qui a fait connaître beaucoup de choses en matière de musique, justement, qui s'appelle Pascal Quignard. Et il a fait une étude sur un recueil extraordinaire qui date du début du XVIIe siècle et qui n'est autre que la traduction du journal de cette femme. Le journal d'une Romaine, donc du tout début du Ve siècle, nous est parvenu parce qu'elle l'avait gravé, bon, il n'y avait pas de papier hein, évidemment à l'époque, et donc elle l'avait gravé sur des tablettes de buis. C'est comme ça qu'ils écrivaient. Imaginez la dureté. Et qu'est-ce qu'elle écrivait, cette Romaine? Eh bien, je vais vous le faire entendre justement par sa voix. Elle écrivait essentiellement sur les sons, voilà, les odeurs et les saveurs. Et c'est intéressant parce que voilà, c'est les trois sens et sur ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Et donc un premier texte qui est mauvaise voix, au pluriel. Et voix, bien sûr, on est dans le son. Nevia eut tout à coup la voix fragile et incertaine, sans aplomb, sans unisson, de ceux qui viennent de tousser longuement. On tend l'oreille vers une sorte de vertige de la voix vivante, de falaise. J'entends dans ces voix quelque chose du son de la mort. La voix de Spurius, depuis 2 saisons, est semblable à celle de Nevia. Pareille voix tout à coup met à découvert que nos têtes tiennent par des petits fils de laine accrochés aux oreilles, que nos mains tiennent à l'aide de petits fils de laine, que notre voix est suspendue à un petit fil de laine. Voilà une voix qui vient vraiment de loin et en même temps qui est tout proche. Hein. Encore une fois, le passé est juste à fleur de terre, n'est-ce pas Geneviève, à fleur de terre? Et un autre petit texte rapide, qui est aussi très touchant, où elle fait une liste d'objets conservés du passé. Qu'est-ce qu'on conserve donc que conservait cette Romaine? Eh bien, voilà, elle compte avec son mari et donc elle dit voilà, nous avons les objets que nous avions conservés du passé et dont la vue nous émouvait. Et parmi ces objets, il y a un morceau d'étoffe jaune, du jaune qu'on tire des feuilles de camomille, 2 tablettes où il n'y a pas 3 mots, la voiture à 2 roues dans la remise, un toton d'enfant dont la couleur bleue est passée et qui est presque blanc, les ongles et les cheveux de Papianilla. Publius, donc son mari, dit « Le seul objet du passé, c'est chaque nuit, où la lune est pleine et brille, et le sol sec, sans crainte d'une trace. » Et c'est vrai que si on y réfléchit, le seul objet du passé, c'est la nuit qui nous précède. Remontant le temps. Mais vous avez bien fait faut pas hésiter, hein, si quelque chose que je lis ou que je dis est obscur. Bonjour. Bonjour. Et vous montez le chemin herbu là? Oui, on remonte le chemin herbu parce que nous sommes en quête de remonter vers les sources du temps. Ah, mais attention aux herbes quand même. Hein. Bah écoutez, là, ça va, je pense que le chemin est
Étendue. Ah, bah alors oui. vous avez peut-être fait mal. Pourquoi? Parce que Attention, chez vous, ça a l'air profond. les herbes, moi je vais vous parler des herbes. Et non pas les herbes pour hommes, juste bonnes à être foulées, à servir de tapis aux plantes de leurs pieds. Moi. Sans autre parure que ce verre qui ferait croire qu'elles tiennent à se confondre entre elles. Non pas les herbes folles ou sages, selon les mots des Hominiens. Non pas les herbes nantis d'histoire agreste, comme vous venez d'entendre, ou bien de ruralité. Je vais vous parler des herbes pour non-humains. Pour vers, pour insectes, pour antennes. Herbes libres, indigènes, herbes pour le vent d'avant l'invention du mot vent. Et voilà, on avance parmi ces herbes-là, sur un sentier frayé depuis des temps immémoriaux par des pattes marcheuses, fouisseuses, sauteuses. On ne le sait pas ça. Chaque creux recèle une mandibule, chaque monticule une antenne. Toute la prairie est comme embrasée de messages, d'ardeurs affamées, de stridulations menaçantes, car toutes ces voix, ces stridences, disent clairement d'avoir à passer notre chemin, d'éviter leur territoire. Mais comment faire? À chaque tige, à chaque motte, on se heurte à d'ancestrales possessions, à des cadastres millénaires, et partout l'air frissonne de « qui va là? 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 Qui va là ?» Ah là là, c'est fort inquiétant. Aussi, doit-on progresser en prenant d'infinies précautions, en glissant nos pieds sous les tiges avec circonspection. Tout le derme tendu pour deviner où commencent et où finissent les zones dangereuses. On rentre sur un sol truffé de pièges, hanté de faim. Eh ouais, ils sont toujours en train de chercher à manger, ces insectes. Les petits animaux aussi. C'est une jungle d'où montent à tout moment des « je suis là, je suis là, avant toi, avant vous, je suis là, avant vous. » Voilà. Le passé est partout. Il nous écoute, merci Bon, beaucoup. au revoir. Et ouais, c'est aussi un texte qui invite à être à l'écoute, justement quand on marche. Et je ne sais pas si vous entendiez, tout autour de nous, vous entendez les oiseaux, les insectes. On est vraiment dans un univers de sons. Ce jardin, il est conçu et il évolue justement pour servir d'île d'accueil. Parce que ça devient difficile pour le monde volant dans cet univers-là. Donc ici, ils sont vraiment chez eux. Donc nous remontons les sources du temps, rappelez-vous, et justement, nous remontons vers un moment où le temps s'est arrêté. Ça fait pas très longtemps. Qu'est-ce que tu as trouvé, Lulu? Qu'est-ce que tu fais, Lulu? Ah, tu as trouvé une pomme. Alors, où est-ce qu'on peut se mettre à l'ombre? C'est difficile. Ça va au soleil quand même? Mais c'est parce que c'est une longue lecture. Mais je voudrais que vous ayez ça en vue. C'est une lecture un peu longue. Ce bâtiment surgit du passé aussi, mais d'un passé plus récent, encore que, vous allez voir. Alors, quel est le rapport entre cette grange et le confinement? Puisque c'est là que je voulais vous emmener, là où le temps s'est arrêté en 2020. Pour la première fois, ça a été une drôle d'expérience. Vous vous souvenez, tout le monde se souvient de cette expérience. Parfois, on ne se souvient même pas l'année, mais on se souvient qu'il s'était passé quelque chose d'étrange et que le temps s'était arrêté. Et que du coup, vous vous en souvenez certainement aussi, on avait développé une espèce
d'hyper-acuité, d'hyper-oreille à tous les sons, et aussi au silence, les deux. Parce que la musique, c'est aussi le silence. Sans le silence, il n'y aurait pas de musique, hein, c'est évident. Et donc, il faut de l'air autour pour que... De toute façon, il n'y a pas de musique non plus sans l'air, hein, puisque c'est la vibration de l'air. Voilà. Et donc, le lien entre cette grange et le confinement, ben, c'est moi. En toute modestie, puisque donc à l'occasion de ce confinement, je me suis rapprochée de cette grange qui ne m'appartient pas, elle appartient à mon voisin, hein, justement. Elle remonte donc au temps où l'agriculture engrangeait. Et donc, je me suis rapprochée d'elle, c'est vraiment devenu une amie. Elle abrite, bon, elle est peu visitée, encore une fois, mon voisin, depuis qu'il ne met plus ses vaches, vient rarement. Et donc, elle est habitée par des souvenirs, de la poussière. Et à cause de ce temps immobile, je lui ai... En fait, j'ai su son histoire. Comme elle est devenue une amie, elle m'a confié son histoire, que voici. Ces grands tohu-bohu végétales, les vies par milliers sortent du sein de la terre. Quand je pense que j'ai pleuré il y a 2 mois, 8 graines de courge noyées par le chat. Tout était encore si vide. Le souvenir du jardin desséché, déserté de l'été dernier, si vif. J'avais bel et bien oublié que j'en avais jeté des graines avec l'eau de la cuisine par seau entier. Elles ont dormi dans les paillis. Et puis la caresse du soleil, le baiser de l'eau, et les voici. 10 000 vies déchaînées dansent dans un jardin échevelé. Les nigelles ont allumé leurs lampions. Ici la terre et l'arche de Noé. Il y avait du temps que je n'avais pas approché la grange. Elle fait partie de mon paysage, mais elle ne m'appartient pas. Elle est aux voisins qui ne viennent guère, faute de temps. Ici, la grange où le temps fait un pli. Fille de l'abandon, elle couvre la sauvagerie, la ronce, l'ortie, une bande de frênes têtues, à la tignasse crépue. J'avais entendu un cheval appeler là-bas, derrière, je suis allée voir. J'en ai profité pour regarder les nuages, les beaux nuages libres. Il m'a semblé voir un fil qui brillait. Dans une vie antérieure, la grange était le château de Watanabe Haru. Ce seigneur japonais se consumait d'amour pour la fille cadette de son ennemi. La demoiselle partageait son sentiment. Leur messager était une grue. Le seigneur confiait à l'oiseau des soies merveilleuses, la belle les faisait glisser sur sa peau. Elle répondait par des poèmes mouillés de ses larmes qui avaient le parfum de la nuit. Mais un jour funeste, la grue fut éblouie par un reflet sur la mer au loin et elle échappa le pli. On connut la liaison, l'oiseau fut abattu d'une flèche, le seigneur trancha d'un coup de sabre le fil de sa vie. Son amoureuse? Non, elle n'est pas morte de chagrin. On ne sait pas ce que d'elle il est advenu. On a fait courir le bruit qu'elle avait disparu, mais la vérité c'est qu'elle a quitté l'histoire à cause de cette fin trop triste. Elle est entrée dans une autre. Mais laquelle? Et comment a-t-elle fait pour sortir du récit de son amour brisé? Et puis à quoi ça ressemble, l'intervalle entre 2 histoires? Au monde gris et furtif des étourneaux? Est-il fini cet espace? Une belle aux cheveux d'ébène repose dans une nacelle portée par le vent au-dessus de la canopée des millions d'histoires. Elle dort parfois dans cet intervalle, sans commencement ni fin, bercée par le seul mouvement des nuages, jusqu'à ce qu'un jour... Un jour? Mais non, cela ne se peut. Une nuit alors? Nenni, il ne nuite pas là-bas. Entre 2 histoires, il n'y a ni les jours ni les nuits. Juste un peu de vent qui fait frissonner la canopée, qui emporte les soupirs vers des confins qu'on ne sait pas, où il les couche tendrement. Disons qu'il s'est produit quelque chose. Cela s'appelle une fleur de haricot. Celle-là même dont on fait la pâte de miso. La demoiselle l'a reconnue tout de suite. Un haricot s'était hissé, faufilé entre 2 arbres de la canopée bruissante. Et peu après, elle vit apparaître un garçon, à la tête blonde comme une nuit d'été. « Hello, I'm Jack !» fit le garçon en grimaçant à cause de toute la lumière qui l'éblouissait. La demoiselle ouvrit de grands yeux étonnés. Elle comprit tout de la langue inconnue que parlait le garçon quand il lui expliqua comment une petite vieille lui avait remis cette graine, qu'il l'avait plantée chez lui, là-bas, en bas, et qu'elle s'était mise à pousser, et qu'un jour où il avait été durement rossé par les mauvaises gens pour qui il travaillait, il avait décidé d'escalader le haricot magique. Après,
Après, je ne sais pas, je pense que tous deux auront cherché une histoire où ils eurent de beaux enfants. Mais la grange, dans tout ça, la grange, enfin le château. La grange, enfin le château, a pris ses clics et ses claques pour les mêmes raisons que l'amoureuse au cœur brisé. On ne peut pas rester dans une histoire avec une fin pareille, il faut la quitter. Alors le château s'est envolé. Il a pris le train de la fée Clochette avec Peter Pan, le 13h58. Il était à l'heure, pile poil. D'un coup, ça s'est mis à miroiter dans l'air, les gens ont cru à un arc-en-ciel. C'est comme ça que le château des ancêtres Watanabe s'est éclipsé de son histoire japonaise. Avant d'être la grange de l'Ouest, le château volant a peut-être fait escale dans le presque dernier moment de mon tout dernier grand voyage. On se trouvait déjà sur le rebord où le temps glissait sans plus s'arrêter vers l'horaire de l'avion du retour vers la France. À l'entrée de la nuit, de la pluie, des autoroutes. Le rebord, c'était une halte dans la banlieue de Hangzhou, un champ de thé qui entre dans son sommeil de fleurs. Et c'est là, au beau milieu du grand jardin de théiers en fleurs, que se dresse à mes yeux le château envolé d'un amour brisé. Un pavillon en bois retrousse son toit dans le ciel qui se met à pleurer. La grange! Si, je l'ai reconnue. Oui, la grange. Enfin, le château. Comment ça, j'ai pu reconnaître la grange de mes voisins dans un jardin de thé de la banlieue de Hangzhou? Ça ne tient pas debout. Eh bien si, justement. Il tenait bien debout, le château en fuite, là, devant mes yeux, avec une très grande fenêtre en forme de lune. Tout, absolument tout est possible, dans un espace de temps arrêté. Même un tout petit rebord comme celui de mon voyage suffit. Le château qui serait la grange des voisins était un pavillon dans un jardin de thé. Et après, j'imagine que le 13h58 de la fée Clochette a déposé le château des Watanabe à côté de chez nous, dans la campagne du Quercy, un jour de 1821. C'est la date gravée sur le linteau de la maison. Puis le château a replié ses ailes comme ça, et il n'a plus jamais volé. Enfin, avec la tempête de 2015, il a bien failli voler le toit de la grange. Le vent, il avait joué au Mikado avec les frênes. À l'intérieur de la grange, il y a différentes sortes de temps arrêtés, une pleine brouette de tâches inachevées, des bouts de ficelle, des planches, de la paille. Tout se dématérialise, devient de plus en plus léger. Les araignées ont relayé dans leur trame le destin de la grange. Elles ont craché du fil, d'un angle à l'autre, jeté des diagonales, des pans coupés, nouvelle figure, nouvelle dimension, histoire pour trous de souris, fétus de paille, mue de couleuvres, bibliothèque de la poussière, où le temps s'éparpille comme cendre. Oui. Et donc, vous voyez le rapport, vous voyez ce que ça produit, le temps arrêté, sur la perception du son. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je vous amène à écouter de plus en plus. N'hésitez pas à prendre des notes, à noter des impressions. Oh là là, formidable, formidable. Parce que vous avez du kilomètre. Hein. Ah, revoilà le jardin. On est à la lisière de la prairie. Écoutez, qu'est-ce qu'on entend là de nouveau? Justement. Non, les rossignols, c'est la nuit. Puis ça commence à être tard pour les rossignols encore. Écoutez bien, on les entend. Les merles, c'est dans le jardin, mais là, dans la prairie. Ah, les grillons. Oui, voilà, voilà. Le monde qu'on a entendu tout à l'heure évoqué avec ce monde de l'herbe, donc justement. Et c'est vrai que c'est fascinant à écouter. Et c'est tellement lié. Il y a plus que ça, des butineurs. C'est plus fugace, mais... Oui, mais c'est vrai, bravo. Oui, tout à fait. Et vous voyez comment, au cours de ce voyage, on affûte notre sens de l'ouïe, et combien ce sens de l'ouïe, il provoque, c'est lui qui ouvre en fait les portes de l'imagination, qui nous fait aller vers le rêve. Il y a rarement des sons en rêve, c'est pas quelque chose qui apparaît beaucoup, mais par contre donc le son peut emmener très très loin vers donc les ports de l'imaginaire. Et effectivement, les sons
les sons produits par les insectes, les musiques produites par des insectes, car vous allez entendre il existe aussi des insectes musiciens. Et pour vous en donner une idée, pour en faire l'écho, voici 3 poèmes qui viennent du Japon. Je n'ose jamais me frayer un chemin à travers l'herbe d'automne, car qu'éprouverais-je si je piétinais des voix d'insectes? La chanson est toujours la même, mais les sons des insectes diffèrent. Peut-être leur chagrin varie-t-il suivant leur cœur? Ma demeure d'enfance est changée, sauf pour les voix d'insectes. Je crois qu'ils essaient de me parler des jours heureux dans le temps. Ah mais oui, voilà il y a plein de sortes de papillons. Vous avez vu comme les papillons évoluent au fil du temps, parce que chaque papillon a ses fleurs. Enfin, c'est pas forcément des fleurs, enfin si, il faut que ce soit une fleur, des choses à polliniser, à butiner. Vous voyez comme ici, c'est une espèce de havre pour eux. Et donc, au Japon, d'où viennent ces 3 petites cartes postales sonores, en fait, vous allez entendre que les insectes, il y a vraiment une culture de l'écoute des insectes musiciens. Et que justement, ces insectes musiciens sont aussi une façon de traduire ces émotions. Ah, mais c'est vous encore, hein. Et oui, il Vous y a êtes par exemple, échappé de l'herbe. comme les insectes. En fait, je viens des insectes. Vous avez une haie là, magnifique pour les insectes. Ah ça, oui, c'est une très très belle maison pour les insectes. Oui, c'est vrai. Alors, les Japonais ont donné des noms aux insectes en fonction de leurs chansons. Il y a l'insecte pin. Dans la prononciation japonaise, ce nom se comprend aussi en homonyme par l'insecte qui attend. C'est joli, l'insecte qui attend. Et c'est aussi grâce à cet homonyme, insecte qui attend, qu'une foule de poèmes japonais ont été écrits sur lui. Donc, comme tu disais, les insectes sont source d'inspiration. Le matsumushi hante les bois de pin, c'est le matsumushi, l'insecte pin, et il chante la nuit. C'est un très petit insecte au corps jaune, au ventre jaunâtre, au dos bien formé, et il est très estimé pour la qualité, la douceur et la clarté toute particulière de ces notes qui sont rendues en japonais par les onomatopées poétiques de chin chin rorin, chin chin rorin, chin chin rorin, chin chin rorin. Alors les poètes ont transposé ces sons dans leur création pour traduire leurs émotions. Chin chin rorin, aki no no ni, aki no no ni. Michi mo mai dunu, michi mo mai dunu, michi no mai dunu. Matsumi shono, matsumi shono, matsumi shono, matsumi shono. Kuru, 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 suruketani, 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 yadu ga garamishi, yadu ga garamishi. Je perds mon chemin dans les champs d'automne. Peut-être pourrais-je demander asile là où retentit le cri de l'insecte qui attend, c'est-à-dire dormir ce soir sur l'herbe, là où les insectes m'attendent. Ça, c'est un poème du Xe siècle. Xe siècle. Et c'est ainsi que de nombreux insectes aux chants variés et mélodieux ont inspiré les poètes. Il y a Suzumushi, l'insecte cloche, qui est le grand favori des marchands d'insectes. Oui, parce qu'il y a eu, je ne sais pas si Catherine vous a dit, mais il y avait un commerce. Les gens, certaines personnes élevaient des insectes, les gardaient dans des cages, devenaient marchands d'insectes, et les riches, quand ils donnaient une soirée, ils louaient, ou alors on leur prêtait des cages d'insectes. C'était leur band. Voilà. Ce soir à Montpezat, il y a un concert. Un concert de grillons. Voilà. Avec des griots. Alors il y a Suzumushi, l'insecte cloche. Il y a Ataori, le tisseur. Peut-être que c'est un parent de l'araignée. Je ne sais pas, le tisseur. Le kirigirisu, qui chante la nuit et inspire les amoureux. Oh, kirigirisu.
Lorsque le trèfle change de couleur, les nuits sont-elles aussi tristes pour toi que pour moi, qui ne peux plus dormir? Dans les voix d'insectes qui parviennent jusqu'à moi, comment se fait-il que j'entende la vibration du froid? À plus tard. Alors je vous demande, je vous invite, puisque maintenant on a entendu pas mal de choses, on a traversé plusieurs épaisseurs de temps, d'espace, d'univers, hein, que les portes donc de l'imaginaire s'ouvrent de plus en plus grandes. Je vous invite donc à un temps d'écriture un petit peu plus long, où vous pouvez peut-être reprendre vos impressions, repartir de ces musiques d'insectes dans cette société japonaise qui reste beaucoup plus, malgré sa modernité, qui restait toujours à l'écoute du monde vivant tout autour de nous, car c'est aussi à ça que cette promenade vous invite, c'est à entendre tout ce qui est vivant autour de nous et qu'il ne faut pas oublier, qui est très en danger. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là parce que ça n'est pas mon objet. Donc je vous invite là à poser le temps d'un œuf mollet, maximum 6 minutes, une petite pause d'écriture avec vos planches, et puis après on ira écrire plus confortablement assis. Mais je voulais que vous soyez là, pas encore tout à fait dans le jardin juste aperçu, à la lisière de la prairie, la proximité donc de cet ancien château japonais qui s'est envolé d'une histoire. À la frontière, on est un peu au carrefour des mondes. Alors qu'est-ce que vous ressentez dans ce carrefour des mondes? Où est-ce que vous vous trouvez par rapport à tout ça peut-être? Voilà, ça peut être une... Donc je vous invite cette fois à... nous allons repasser le seuil du jardin, mais par la porte latérale. Bienvenue au jardin. Merci. Non, vous me suivez toujours. Je vous garde comme jusqu'à la fin du voyage. Rebonjour Christine. Voilà, nous avons fait une grande pause pour écrire. C'est bien. Et moi, je faisais aussi une pause. C'est trop agréable. On vient profiter de la clairière. Ça n'a jamais existé, ça, dans mon jardin. C'est la première fois. On s'assoit là, ce sera plus confortable. Donc, nous avons franchi ensemble la dernière porte du voyage, celle qui ouvre tout grand sur le monde que Christine va nous raconter. Le monde des fourmis. Et nous allons assister à une fourmi party. Ah non, c'est le drone, je croyais. Mais c'est drôle comme ça fait le bruit, un peu le bruit d'un insecte. Des fourmis volantes. Ah oui. Hé, je l'ai trouvé. Le nectar délicieux, du pur fruit, du pur sucre. Venez. Et les ondes de radio partent de la fourmilière jusqu'aux pistes d'exploitation. C'est par là. On sort de la menthe, on grimpe sur la pierre, on bascule sur l'oreille de lapin. Vous verrez, il y a des oreilles de lapin. Dans l'angle, il y a un trou. Derrière la petite croûte solide, vous savez, on y est déjà passé. Oh, mais Isabeline, tais-toi, on n'entend plus. Quoi, à boire, à manger. Ah, mais moi j'y vais. Oui, vous allez ramener ce que Fouissine a trouvé. Ramenez-en aussi à la reine, hein, n'oubliez pas. Commando, foot truck, par là, suivez. Allez, avance, plus vite. On en récoltera encore plus que dans les citronniers. Oh, les grands lacs de sucre.
sucre. Ah, ça se boit sans soif. Mais pose tes 2 pattes sur le bord, tu vas tout gâcher. Ne rentre pas au milieu, enfin. Sniffine, ne prends pas tout, faut en ramener à la maison. Là, pose-le sur ta patte, là, comme ça, dans tes poils. Allez, bon, tu peux lécher encore un peu quand même. J'ai le ventre qui gonfle. Là, j'en peux plus. Et sa patte avant droite, velue, passe sur son masque de guerrière. Elle a rabattu ses 2 mâchoires, le jus coule sur sa bouche. Silence. Rasputin et ses copines rappliquent sur le cercle formé autour des 2 flaques de nectar. Poussez-vous, 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 on en veut nous aussi. Sniffine, Tanguine et Joséphine ont le ventre plein. Ce ventre a l'air de ne plus tenir au buste que par un fil. Tanguine bascule sur le côté. Oh, la honte pour une fourmi. Il est temps de siffler le signal de retour avant l'arrivée de la 3e cohorte. Tanguine et Sniffine sont complètement saoules. Il va falloir les porter. Tanguine se laisse tomber sur le dos, mais c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas quitter ce lieu magique de délirium fornicarium. Soudain, elle n'y voit plus rien. Obscurité totale. Éclipse non prévue. Un immense couvercle, qui ne sent pas la terre, mais plutôt comme dans la maison des géants, s'est abattu sur les gourmandes. Son thorax gonfle, sa fine carapace se fend en 2, et une longue antenne la fait culbuter. On dirait une herbe sèche, mais encore plus, peut-être un bâton. Elle ne peut pas se relever, et elle roule sur les billes de terre défaites. Les ondes sont coupées entre le quartier général et la région des lacs sucrés. C'est l'hécatombe. L'équipe en chef reste au QG, entre les 2 fraisiers. On vient de subir un tremblement de terre. La construction s'est écroulée, écrasée par la même planète noire surmontée d'un tronc rose et poilu. Pas de panique, mais rassemblement immédiat dehors. Toutes les fourmis sortent des mini-mottes de terre effritées. Elles se débattent, elles se mettent en route, elles cherchent un chemin. Bâbord, non, tribord, avant, arrière, hop. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Allez chercher des œufs. Un commando sort par une galerie intacte. Les œufs tout blancs et parfaits, accrochés à leurs pattes, remontent par miracle, enserrés par les poils des phalanges qui les enrobent. Sauvez la reine à tout prix. Oui, sauvez la reine. Un treillis d'osier vient s'abattre sur la motte effondrée. Le tronc rose poilu s'attarde au-dessus du désastre. Grimpez, mordez, piquez, montez, piquez, allez, accrochez-vous aux herbes noires. Et elle monte, se faufile dans la forêt des petits arbres sans feuilles. Bah, l'odeur est atroce. La zone glissante, mais tendre à mordre. Et la récolte des citronniers, qui c'est qui s'en occupe? De nouvelles ondes sont envoyées vers les pots de citronniers. Ah là, c'est la cata. Toute la colonne numéro 5 est restée collée, engluée, sur des rondelles posées autour des troncs. Plus moyen d'atteindre les écuries des pucerons installés au fond des fleurs, maintenant toutes ouvertes. Les pattes tournent dans le vide et les thorax gisent là, collés sur les branches. Appel! Mais oui, mais appelle qui? C'est le cataclysme, la guerre est déclarée, les cohortes 5, 6 droguées gisent mortes dans la région des lacs sucrés, les bergères des citronniers sont immobilisées sur les troncs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les hommes disent qu'à nous toutes, les fourmis, on pèse plus lourd qu'eux sur la planète. On les gagnera. Surtout qu'en ce moment, ils n'ont pas de quoi faire les fiers, les humains, les humanoïdes. Merci Christine. C'est un texte écrit par Christine. Ah oui. Oui. Alors là, je vous ai dit, on ouvre, on passe une dernière porte et là, cette fois, on est vraiment du côté de l'imaginaire. On est entré par cette minuscule porte de l'herbe et des insectes et des fourmis. Et oui, Lulu, mais oui, tu m'as retrouvée, bien sûr.
Voilà. Et voilà, c'est le retour, c'est le chien qui attend, retrouve son maître à son retour de voyage. Oui, oui, on est rentré de voyage. Et je vous propose donc le dernier temps d'écriture avant d'accomplir notre cérémonie qui va clôturer donc ce voyage, et vous saurez pourquoi. Donc une cérémonie qui a beaucoup de sens par rapport au monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes et les différentes questions qui s'y posent. Donc maintenant que nous sommes plus aux frontières, mais en plein dans l'imaginaire, si vous voulez mettre encore quelques mots sur votre journal de voyage, et donc le signer de votre prénom ou de vos initiales, je vous laisse encore un petit temps d'œuf mollet. Ça peut être un dessin, hein, ça peut être un dessin, le mot de la fin, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être un silence, ça peut être... écoutez votre cœur, justement. C'est un peu le sens de cette visite. Ça peut être aussi les derniers sons que vous entendez en vrai ou dans votre tête, dans votre souvenir, ce qui vous touche dans ces musiques du jardin. Pour l'instant, vous gardez vos carnets de route sous la forme que vous avez reçue. Alors, on va clore notre voyage sur la dernière étape, et donc après, vous allez voir. Vous savez, au bout de la route, il y a, enfin en tout cas au bout de l'étape, il y a souvent une oasis où on peut faire boire les chevaux et boire à notre tour. Mais voilà. Mais voilà. Cette année, l'eau n'est pas venue dans la mare pour la première fois. Ah ouais, d'accord. Voilà. L'eau n'est pas venue dans la mare pour la première fois. Or, cette mare, c'est une mare qui est reliée avec le monde souterrain. On retourne cette fois dans le passé, mais dans les profondeurs, dans les temps géologiques, puisque cette mare, c'est une mare de résurgence. C'est-à-dire que l'eau arrive par le dessous. Elle n'est pas liée au régime des pluies, elle est liée à des choses qui se passent, je ne sais où, à des kilomètres, probablement dans les causses du Lot, hein, parce qu'on est là vraiment tout près du Quercy blanc. Et donc chaque année, fidèlement, avec des grands dysfonctionnements dans les dernières années, mais elle montait. Et il y avait toujours de l'eau pour les rendez-vous au jardin. Et ces dernières années, à l'occasion des rendez-vous au jardin, pour célébrer, pour remercier cette eau qui s'en allait en congé pour l'été, eh bien, je faisais toujours avec les nigelles, qui sont vraiment les fleurs du moment, je faisais des petites couronnes et je les mettais à flotter sur l'eau. Et voilà, en mémoire de ça, vous avez sous les yeux une grande offrande de fleurs qui a été déposée, vous avez donc son nom ici, qui a été déposée donc, par l'atelier donc, Terre de Belfort de Quercy. On est juste de l'autre côté de la frontière, entre le Tarn et Garonne où nous sommes et le Lot. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Pour moi, c'est très émouvant que cette célébration de l'eau, et donc la toute dernière cérémonie, avec la dernière cérémonie dans laquelle je vais vous inviter tout à l'heure, il va être question justement de procéder au rappel de l'eau, cette eau si précieuse. Mais là, nous avons sous les yeux ce qui se passe, qui n'est pas visible. Et c'était aussi ce voyage une manière de vous rendre sensible à l'invisible et à cette bête façon que nous avons de fonctionner parfois, où on ne croit qu'à ce que l'on voit et on ignore tout à fait ce que l'on ne voit pas. Et pourtant, c'est là aussi que ça se passe, parce que la planète, elle est pas creuse dedans. Voilà. Enfin, elle est creuse, il n'y a plus beaucoup d'eau. En lecture de clôture, nous allons retrouver Pascal Quignard. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'est lui qui a traduit donc les tablettes de Buis de cette romaine.
et qui sont vraiment une exploration de l'univers des sens tels qu'ils étaient perçus dans ce monde de la fin de l'Empire romain. Et Pascal Quignard a écrit pour tromper la mélancolie de l'hiver. Il avait perdu un être cher. Il a écrit un livre. En fait, il est tombé sur un personnage qui vraiment est notre bouquet final, vous allez entendre et voir. Un personnage qui s'appelait Simon Piscine, qui était pasteur donc, à Geneseo, donc je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Et donc il était pasteur, et après la mort en couche de sa très jeune femme, puisqu'elle n'avait que 24 ans, il est, pour se remettre, pour se consoler du chagrin et de son absence, de ce fantôme qu'il avait chéri, il s'est mis à transcrire pour piano absolument tout ce qu'il avait entendu. Ça dure longtemps, il tient comme ça un journal de tout ce qu'il entend, qu'il transporte à l'écriture pour piano entre 1860 et 1880. Et donc il transcrit pour piano les chants des oiseaux, la pluie, le robinet qui goutte, donc vraiment toutes les musiques du jardin. Et ce livre de Pascal Quignard s'intitule « Dans ce jardin que l'on aimait ». Le jardin qu'on aimait étant évidemment une allusion justement au fantôme de son épouse. Donc c'est ça aussi l'idée du partage qu'il y a eu dans ce jardin, des souvenirs partagés. Et donc l'évêque, en fait non, c'est l'État de New York, voilà, l'évêque de New York, tout ça totalement déplacé, et les paroissiens veulent le chasser, mais ils n'y parviennent pas. Et les éditeurs de musique refusent d'éditer ces partitions. Voilà, il est considéré comme un paria, mais il a plaidé et il s'est justifié. Et il a écrit une chose très belle, ce révérend Cheney. Il a écrit « Il y a quelque chose du paradis dans le chant des oiseaux. Dieu n'a pas damné les oiseaux dans l'Éden. » Et voilà un tout petit bout de ce texte qui est lié donc à l'eau. Toute la journée, il avait plu. C'était une pluie étrange, toute chaude, verticale, sans que le moindre souffle de vent en modifie l'extraordinaire écroulement sur les cyclamènes écrabouillés et l'herbe. Mais curieusement, cette pluie lente ne gênait pas les oiseaux qui volaient. Tout le long du sentier, dans les buissons, tout ce que l'été a laissé de ramures dans les branches basses des arbres, les oiseaux chantent encore. Pourtant, dans leur chant, dans leur mélodie, dans l'arrivée de l'automne, chaque année, quelque chose se décompose. Ah ben voilà. Non, ça c'est pas totalement décomposé. Quelque chose se tait progressivement, se dépareille, s'effondre dans l'automne. Je ne sais comment dire ce que j'éprouve alors, moi qui vous parle dans l'obscurité. Ce qui brille étincelle toujours un peu, mais le soleil est bas, moins jaune. Sa luminescence est plus faible, et pourtant les ombres qu'il lance sont plus longues derrière les corps, les troncs, les arbres, le puits, les murets qui enclosent le jardin. L'eau de la rivière est plus fraîche. Bon, je vais vous inviter à pratiquer une dernière petite opération avant de prendre la route. Je cherche notre Christine. Christine! Christine! Nous avions rendez-vous! Mais je croyais que vous aviez des choses à faire, moi. Non, on les fera après D'accord. Je sais plus. Écoute, c'est pas grave. Je veux qu'on t'écoute avant de... Bon, alors je vais vous Ou tu nous chanter accompagnes pendant qu'on fait notre Alors je vais vous dernière... chanter une chanson. Tu nous accompagnes? Pour cette eau qui est partie.
Kadisha en gamador oi samarai mie oeva Sade Shabasha Engresha se ostoba Engresha se stoba Dispieia punta magia fascopia curti scoieti Uperamate mobile che les amble schmare che les amble schmare Kurafta shiu eid bofta baita ach tu kapda tetenio Voilà, avec vos paroles, vos impressions, vos émotions, nous allons partir en procession pour la cérémonie du rappel de l'eau en faisant un grand tour du jardin. Suivez-moi. Attention, il y a des endroits où ça pique. Levez bien haut vos petits pieds. ça s'appelle des perches à poème. Voilà. Parce que comme ça, elles vont traverser absolument tous les sons, tous les lieux du jardin. Voilà, imaginez que le jardin se remplit de tout, voilà, vos paroles, vos impressions et vos émotions. Comme si vous jetiez je ne sais pas, comme des grains de riz, comme on le faisait à un moment pour les mariages. Ben là, ce sont vos mots.
nous allons retrouver les fourmis et vous êtes invités encore à poser votre perche à poème. On va les faire pencher de ce côté. Et je vous invite à vous asseoir, à prendre place dans cette petite clairière de brocéliande. Brocéliande étant le nom de ce rosier et le nom d'une célèbre forêt bretonne. Alors là, je voudrais une photo parce que ça, c'est vraiment très très beau. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, que j'avais imaginé et c'est vraiment une grande émotion de le voir. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique. On voit les sons. Non, mais on voit surtout dans les chœurs. Donc c'est pas fini, Christine. Oui, Christine, coucou, va se joindre à moi. Et on va... C'est bon, tout le monde a pris une photo souvenir. Vous avez noté que les fourmis habitaient le pot. Tu as vu, Christine? Que certaines sont rescapées quand même des lacs sucrés. Hein. Vous avez trouvé ce que c'était les lacs sucrés? Pour des confitures. Et non, elles deviennent malades après. C'est du A-fourmi. Et je ne sais pas si vous avez utilisé, c'est un petit produit pour quand on a des fourmis dans la maison. Mais moi, je les tue pas, hein. Moi, je ne les tue plus, mais fut un temps, oui. Alors, Christine, allez, commence. Je t'invite à décacheter une perche à poème et à nous la lire. Et Écoutez-vous. la musique au jardin. Son, musique, émotion, chant, partage. Grillons, oiseaux, butineurs, cloche de l'église, passage du chien dans la haie. Lulu. Le moteur lointain d'une voiture, le coucou, le halètement du chien. Voix, stridence, bruissement, bourdonnement, silence. Vibration, pépiment. Les bouddhistes demandent pardon au matin pour toutes les petites bêtes qu'ils écraseront en marchant dans l'herbe ou sur le chemin. Question d'éducation, de religion, d'ouverture d'esprit, de prise de conscience. Raconter ses impressions. J'ai de suite ouvert mes oreilles au bruit qui m'entoure. Ce n'est pas le bruit qui a éveillé ma conscience, mais l'inverse. Car ma tête décide encore beaucoup trop. Un peu de vacances lui ferait du bien. Si j'avais découvert la grange, je l'aurais fait revivre moi aussi dans mes rêves. Mais à une époque plus récente, disons depuis le début du siècle dernier. Origine paysanne oblige. Mais mon voyage n'en aurait pas été moins riche. Le rêve, comme tout le reste, ça se travaille, ça s'apprivoise par l'entraînement. Ah, je viens de chasser une fourmi de ma planche, geste trop brusque, fourmi écrasée. Gâchis et regret, car admiration de ce petit monde si laborieux. Oh, désolé, mes pieds sont restés ancrés ici et maintenant je ne suis pas partie dans mes rêves car je n'en ai pas eu le temps. Une autre fois, promis. Car cela développe les richesses intérieures de l'humain qui aujourd'hui ne s'en nourrit plus. Oh, quelle belle cascade de fleurs dans la mare asséchée. Presque un arc-en-ciel dans le désordre. Un appel, une offrande pour le retour de l'eau. Et c'est signé Anonymous. Ah. Non, non, je peux mettre. Alors après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez l'emporter en souvenir ou vous pouvez le laisser ici. Je comprends votre changement dans votre jardin par rapport à la campagne environnante. Quand vous êtes arrivé dans le Quercy, l'agriculture était à taille humaine, où le rapport avec la terre était encore respecté. Aujourd'hui, vous êtes obligé de créer des refuges pour toute la biodiversité environnante dans votre jardin, pour pouvoir espérer voir ou entendre des oiseaux ou insectes, ainsi que voir voler les papillons. Merci pour tous les textes écrits ou cherchés
Pour moi, les sons du jardin sont les butineurs, ainsi que les oiseaux, qui peuvent vivre grâce à cette nature. Je suis restée dans la réalité, malgré vos appels vers l'imaginaire. Magnifique. Merci beaucoup. Ça, c'est vous, puisque c'est un prénom masculin, alors à moins que quelqu'un se cache derrière. Voilà, Thierry. Gardez-le. Gardez-le. Mais merci, merci beaucoup. C'est vraiment, oh là là. Tiens, regarde. Oui, bonne idée. Appel, appel, appel lointain. Réponse d'on ne sait d'où. Mais le son a été entendu. Quels mots ont été choisis? Le passé bien présent, palpable au quotidien. Il remonte le temps. Le monde qui nous entoure évolue si on prête attention ou si on foule. Quel grouillement! Mais oui, quel grouillement voyons-nous? Nous sentons leur présence. Prêtons attention à ce monde vivant. La grange, bien là. Devant là, elle nous appelle à la création, au voyage lointain, à l'imaginaire. Laissons-nous porter par ce qui reste aujourd'hui devant nous. La réalité est là, vêtue des voiles du temps. Le chant des insectes, il faut les écouter, tendre l'oreille, comme le faisaient dans le temps les Japonais sensibles au monde vivant. Le jardin jouxte cette terre sauvage entre culture et vestiges de culture. Aura-t-il pris acte de la beauté de ce vivant sauvage, sans règles ni contraintes? Où les lignes traceront-elles les limites du correct? Qu'en sera-t-il en passant la barrière? Quel songe pourra-t-il évoquer? La fourmi hante le jardin de sa grande vigueur, sera peut-être assurément vainqueur de la grande lutte pour la survie. L'oiseau répond de son chant assuré, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Tous, nous écouterons dans ce même chant, hymne à la nature, ouvrons les oreilles, ouvrons les yeux, ouvrons le nez et savourons l'instant. Un chant s'élevait soudain derrière les herbes hautes. Il rappelait sans doute la pureté de l'eau qui s'écoulait de la fontaine, le bienfait qu'elle apportait sur son passage, cette eau, source de tout bien-être. Si je peux rajouter, ce chant, c'est un chant arménien qui dit « Je voudrais être l'eau de cette rivière pour que toi qui marches à côté sur la rive, eh bien, je puisse rebondir sur ta poitrine. Je voudrais être la terre qui longe cette rivière. Je voudrais être la pluie pour que tes pas s'impriment dans mon cœur. » C'est l'eau. Signé C'est un chant. Alors, il n'y a toujours pas de signature. Je m'en doutais que c'était Geneviève. Geneviève, tu veux l'emporter? Tu veux le laisser? Je m'en doutais par rapport à... De toute façon, ce que je vous propose, alors moi je suis très heureuse de les avoir sous cette forme, évidemment, parce que c'est un merveilleux souvenir, mais ce que je vous propose, je vais faire la saisie des textes, et comme ça, si vous voulez, vous me laissez vos coordonnées, je peux vous envoyer votre texte, ainsi que les textes, je pense que c'est la meilleure manière de faire. Et comme ça, tout le monde a le souvenir a le recueil de ce moment. Ça vient de me venir à l'esprit. Mais de toute façon, toute cette promenade, je l'ai imaginée comme ça au fur et à mesure avec Christine, à travers mes voyages. Donc cette rencontre extraordinaire à la caverne que je vous ai racontée au début, hein, ce voyage dans cette caverne de Bruniquel auprès de l'homme néandertal. Et voici Françoise avec ses mots, voilà, son semis de mots, sérénité et gazouillis. Raconte-moi, bourdonnement, contes et gazouillis, chaleur, imaginaire. Écoute, silence, fourmillement et chant. Jardin bavard, fleurs et couleurs, texture et volume, activité intense et repos. Merci beaucoup. C'est vraiment plein de moments
Et oui, oui, puis je sens celle qui aime dessiner, ou et oui, voilà, c'est chacun. C'est ça, mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce travail de. Enfin, c'est pas un travail, mais bon, c'est un peu un travail d'écrire. Et oui, c'est ça. Oui, c'est un jeu. Merci beaucoup. Le terme est bien plus. Moi j'écris pas. Et donc c'est un jeu. Et c'est justement ce qu'on voyait au début avec l'appel lithophonique. J'espère que vous aurez noté le clin d'œil. C'est que c'est ça, c'est ces instruments dont on jouait autrefois, c'était pour les faire jouer ensemble aussi. Vous voyez comme ça sonne quand on fait les choses ensemble. Chacun justement avec son histoire, ses émotions, sa perception. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour tout ce semis de mots justement et d'émotions et de souvenirs, de sensations, d'impressions qui va faire beaucoup de bien à mon jardin. Je pense que ça va lui permettre de traverser l'été peut-être avec plus de facilement. Je voudrais, avant quand même alors bien sûr, vous avez tout votre temps pour visiter le jardin. Vous pouvez me laisser vos coordonnées dans le livre d'or, sauf voilà, je l'ai pour justement que je vous envoie le recueil d'aujourd'hui, hein, si ça vous dit. Et puis donc je voudrais remercier en dernier lieu l'ami Corbeau, croire, et le ciel qui a été de la partie. Ah, c'est beau, bien sûr. Ah, ouais. Oui, tout était bien. Bravo Catherine. Bravo à nous. Ah, ouais. Et merci à nos techniciens, Oui. car quand même nous avions une équipe formidable. Voilà. Mais Oui. tu as vu que ton parcours a éveillé notre imaginaire. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Goût Mais c'est le jardin, c'est la nature en fait, c'est pas moi. Non, mais c'est toi. Mais moi je fais la médiatrice, mais c'est la nature bien sûr. Vous connaissez, la nature est là qui t'invite et qui t'aime. Ben voilà, c'est un peu le rappel de ça. C'est que la nature elle est là, et je vous ai mis dans l'invitation ce cœur qui bat. Oui, il bat encore, hein. Il y a des endroits où justement des personnes comme moi s'appliquent à le faire battre ce cœur.